Vous écoutez Arte Radio. Aujourd'hui, un artiste arrive en studio, je ne le connais pas, il me sort ce texte-là. Je dis non mais attends, t'es gentil, on est en 2025, tu vas pas chanter ça. Enfin, c'est un peu Petite Princesse, enfin, c'est très petite pétasse, enfin, c'est chou à la crème. C'est quoi ce texte C'est un peu limite, moi je cautionne pas ça. Beatmakers. Les producteurs de musique nous racontent, piste par piste, la création d'un banger. Saison 3. Pop et populaire, comment les méthodes du rap et de l'électro ont révolutionné la pop d'aujourd'hui. Un podcast de David Comeyas et Samuel Hirsch. Je m'appelle Bénédicte Schmitt et aujourd'hui nous allons parler de Dans la mer Cobbens, un titre de Benjamin Biolay. Mon amour hélas, le temps passe. 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 La musique est arrivée assez vite avec une guitare en carton que j'avais construite. J'avais fait un modèle de guitare électrique. Mes parents étaient éducateurs spécialisés, j'ai eu du bol, donc ils ont vu un signal et m'a inscrite à l'école du village. Donc guitare classique, mais très vite je me suis rendu compte que la musique était un outil, c'était le son qui me plaisait. Et ça a fini assez rapidement avec un petit studio, un home studio de l'époque dans ma chambre et la découverte de ce qu'on appelait la MAO. Musique assistée par ordinateur. L'expérience la plus fondatrice, la plus importante professionnellement de ma vie, ça démarre donc la rencontre avec Dominique Blanc-Francard au Théâtre du Sentier des Halles. Il s'avère qu'il venait juste de monter le Labomatique rue Washington avec ses fils. Un studio totalement atypique, un ingénieur du son avec ses 2 enfants musiciens, Boom Bass et Sinclair, qui récupère un local d'un studio typique des années 80. Et Dominique et ses fils se sont dit, nos home studios respectifs, on va les installer dans cet endroit. Et c'est comme ça qu'est né le Labomatique. Donc chacun avait sa station de travail, donc un home studio, du matériel à l'époque jugé non professionnel, mais installé dans un local professionnel. Donc avec une liberté de création qu'il n'y avait nulle part à cette époque. Donc à ce moment-là, je faisais plutôt de la scène, sonorisation, lumière. Et en arrivant au labo, je me dis, waouh, mais en fin de compte, le studio de mes rêves, il existe. Et ça a été un cocon pendant 27 ans. En arrivant au Labomatique, à l'époque, donc Dominique sortait un super album avec Dick Hangard, l'album Approche-toi, donc le retour d'Hangard. C'était aussi les Cassius, les prémices des Cassius dans le studio du fond avec une fabuleuse odeur de weed. C'était Sinclair qui voyageait entre les 2 studios. Très vite, il y a un moment clé, c'est la rencontre avec la nouvelle chanson française. Et là, donc, j'ai travaillé avec Camille, Raphaël, Jane Birkin, Françoise Hardy. Donc, j'étais un peu dans un rêve. C'était complètement fou. L'Hérital, Marianne Faithfull, Jean-Louis Aubert. Et pareil, avec les Cassius, il y avait toujours un mélange permanent, intergénérationnel, qui vient certainement de la genèse même du studio familial. Et un respect des différentes familles musicales. Par rapport à Benjamin Biolay, on a travaillé avec lui la première fois en 2003 sur un projet improbable, un hommage à Édith Piaf. Moi, je le détestais. Je le trouvais prétentieux et hautain. Et on l'avait des fois croisé, il disait pas bonjour, tout blanc, tout ça, c'est un vampire, enfin vraiment. Et là, on se retrouve à bosser ensemble, il arrive, et au bout de 2 minutes, on se dit, en fin de compte, il est timide. Il est super talentueux, mais il entend 2 musiques en même temps dans sa tête. Du coup, le Labomatique a été sa maison sur toutes les années Virgin, de 2003 jusqu'à 2008. Avec Biolay, ça se fait jamais comme c'est prévu. Pour l'album Trachéier, il me dit, tiens Béné, j'ai envie qu'on démarre un prochain album. Et le montage de ces sessions fait que c'est des sessions de nuit. Et c'était surréaliste parce qu'on pouvait faire des fois 3 à 4 morceaux par nuit. Dans la mer Cobbens est née d'une de ces sessions.
Le process, il fallait qu'on ait une base rythmique, une boucle. Il avait un espèce de clavier Yamaha avec les sons les plus improbables qui nous servaient de base. Un mini-Korg avec le petit micro-vocodeur truc classique de cette période-là. Un lecteur de CD qui permettait de sampler les CD. Autant dire que aucun sample n'a été déclaré sur Trasheyé. Et une guitare, trompette, trombone. Il y avait le Wurli. Il est multi-instrumentiste, donc il joue de tous ces instruments. Tout en étant également auteur, compositeur, choréal, arrangeur. Et donc ça part d'un truc très brouillon. Ça peut être une petite loupe qu'on trouve marrante. D'un coup, il dit, ah bah tiens, ça c'est bien, ça tourne. La mère Coben, c'est parti comme ça. Le texte était déjà là. Première version de la mère Coben, donc la nuit du 11 octobre 2005, vers 4h du matin, c'est ça au début. Une boucle montée, mais je sais pas comment elle a été faite. Je redécouvre le son aujourd'hui, je n'en sais rien. Qui doit venir du fameux clavier Yamaha. Il y a 3 guitares, 3 trompettes, des voix, et donc ça part comme ça. L'idée de base de Trasheyé, il voulait jouer le plus possible de lui les instruments, pour se retrouver un peu dans l'esprit du premier album. Enfin, d'un premier album, comme lui n'avait jamais fait, le 4 pistes cassette, enfin, ce côté un peu... Par exemple, la guitare, ces 3 guitares très étranges qui au final en font plus qu'une et qui font le gimmick du morceau, eh bien c'est ça. Guitare totalement flat, une DI, je sais pas s'il savait trop ce qu'il jouait, quel open il était, je ne sais absolument rien. Et après il y a la deuxième qui arrive. Donc sur celle-là, il y a les plugs d'époque, il y a les cow-boys. Si on remet la première guitare, on sent qu'il y a le cadenas qui commence à prendre. Donc là, on sent il y a le côté un peu cheval, on se dit il était tard, ils étaient fatigués. Et la basse de Nicolas Fiesmann. Et cette basse, c'est une prise live jouée sans trop réfléchir. C'est ça aussi, de mettre les musiciens dans le même état que Benjamin ou moi quand on faisait nos trucs la nuit. La batterie, donc la rythmique qu'a faite Régis Ceccarelli en même temps que la basse, elle est très simple, c'est très droit, il n'y a pas de tom, mais il a réussi à se caler dans les guitares cette séquence super chelou, et à eux deux, ils ont réussi à coller tous les morceaux, les différentes pistes, et à le faire tourner. Parce que si on rajoute là-dessus la fameuse séquence, ça prend encore un autre sens. Là, le morceau est là, mais il manque le côté rétro-futuriste. Prendre des choses du passé, mais qu'on met avec un son du futur. Ce pont, je pense que c'était notre passage préféré. Donc il y a la piste Space qu'on vient d'écouter, et il y a également le fameux clavecin. Il y avait cette volonté d'aller vers un son électro, mais un son qui n'existait pas. Toute la période où on a travaillé ensemble, j'inventais les sons qu'il entendait dans sa tête. C'est arrivé à ce moment-là, sur cet album-là, j'étais dans des recherches de sons. Il y avait vraiment cette volonté d'inventer un son qui n'existait pas, sans prendre tout de suite un son de clavier. Un son électro, mais fait à partir d'un clavecin trafiqué. Les trompettes complètement barrées, pareil, c'est le fait d'utiliser des instruments acoustiques dans de la création de son est lié à son cursus et le conservatoire. Donc quelqu'un qui vient du classique vers la chanson française. Je me rends compte aujourd'hui que c'était super novateur. Dans le fait
déjà casser les règles et d'utiliser la façon dont les mômes, enfin dans la jeune génération va utiliser les boucles. Nous on le faisait avec des instruments qu'on enregistrait. Les voix, c'est très particulier avec Benjamin. Petite princesse, ma beauté, ma promesse, ma petite faiblesse, ma plus belle histoire de fesses. Dans la Mercedes, c'est de l'espoir que je caresse. Parce que je crois que c'est ce qu'il aimait le moins le faire. Juste avant les prises de voix d'à l'origine, il a disparu pendant une semaine. Mais vraiment en mode disparition, la trouille de chanter. Soviet suprême, toi mon plus beau problème dans ton abdomen, un tout nouveau spécimen. Joue à la crème, c'est de l'espoir que je promène. À ce moment-là, on est en plein dedans. C'est vraiment la fascination pour le rap. On écoutait énormément The Street. Il essayait de trouver sa voix et un placement, de casser les mélodies et de se placer rythmiquement différemment. Mon amour, hélas, le temps passe. Mon amour, hélas, le temps passe. Mon amour, hélas. Collé au micro et avec un Neumann M149 qui est un micro où tu vas avoir l'effet de proximité. Et surtout, c'est une époque où au niveau des tonalités, je crois qu'ils s'en foutaient un peu, c'est les tonalités des morceaux. Souvent, ces morceaux étaient un peu trop graves, avec une voix très grave, et ça, je pense que c'est après qu'il a commencé à se poser ces questions-là. C'est pas tellement chanté, c'est pas fort, ce côté très intime, l'impression d'être dans la pièce et de pas avoir besoin de mettre la voix très forte dans le mix, c'est le nez dans l'antipop. Petite princesse, c'est pas l'heure de la grand-messe, mais charmante hôtesse, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Dans la mer Coben, c'est de l'espoir que je caresse. Petite connasse, pourquoi fais-tu ta radasse? Ta petite pétasse qui montre rien en surface, qui veut qu'on l'embrasse encore. La particularité de la mère Cobenz, dès le début, il m'a dit que c'était une chanson pour sa fille. On peut en parler en tant que femme productrice, ingénieure du son. Aujourd'hui, un artiste arrive en studio, je ne le connais pas, il me sort ce texte-là. Je lui dis non mais attends, t'es gentil, on est en 2025, tu vas pas chanter ça. Enfin, c'est un peu petite princesse, enfin, c'est très petite pétasse, enfin, c'est chou à la crème. C'est quoi ce texte C'est un peu limite, moi je cautionne pas ça. Alors, encore une fois, là, il me dit ouais, c'est un texte pour Anna. Donc ça prend une toute autre connotation. Tu peux imaginer que c'est en allant à la maternité juste avant sa naissance. C'était dans un taxi, c'était une Mercedes, enfin je dis n'importe quoi, je n'en sais rien, c'est pas du tout un scoop. Et donc le texte est passé tout seul. Soviet suprême, mon plus gros problème dans ton abdomen, voilà. Mais si t'as pas cette clé-là, on peut pas l'avoir s'il ne l'a pas dit. Par contre, il y a d'autres textes de l'album Trachéier, dans ta bouche notamment, qui me posaient plus problème. Mon amour, je voudrais te punir. Mon amour, je mens comme je respire. Mon amour, je voudrais t'agrandir. Mon amour, je n'ai rien vu. Encore une fois, à cette époque, j'ai rien dit. Je travaille avec Chercher la femme, c'est un collectif. À la base, c'est le podcast de Fleur Benguigui, la chanteuse de l'Impératrice, donc il y a quand même un engagement pour la place des femmes dans la musique et une histoire personnelle avec son groupe assez violente, on va dire. Donc Chercher la femme, c'est un podcast génial sur la place des femmes dans la musique. Un homme a marché sur la Lune, donc c'était en 69, en juillet 69. Et en dessous, il y avait ma photo. Une femme a dirigé un orchestre. Et moi, j'ai pensé tout bas, un grand pas pour la femme, mais un petit pas pour l'humanité. Le podcast qui parle des femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Il y a également des soirées qui étaient à la Petite Halle. Maintenant, il y a Chercher la Jam, où c'est des jams réservés aux femmes. C'est pour que les femmes osent aller sur scène et jouer. J'ai également témoigné dans le livre Ni Muse ni Groupie de Chloé Thibault. Je pense que ces engagements font que ce texte-là, on peut difficilement me le reprocher. Et je travaille plus avec Benjamin aujourd'hui. Mais par contre, je renie pas pour autant l'album à l'origine et Trachéier. Mais je suis super contente d'avoir pour la première fois en février 2021 travaillé avec Kerenan. Parce que toute la période où le Labomatique était la maison de Benjamin Biolay, ça nous a fermé la porte. Kerenan, par exemple, je sais que pendant très longtemps, comme je travaillais avec Benjamin, on pouvait pas travailler avec plein d'autres artistes. Il y a souvent des petites guéguerres, mais on me l'a jamais reproché.
Quand Flore m'a interviewé pour son podcast, elle me l'a dit parce qu'à la même période, je me retrouve à travailler avec Yoa, avec Otis Keur. Et c'est à ce moment-là où pour la première fois, je me retrouve qu'avec des femmes en studio. Donc on est en 2021. J'y ai commencé en 97, donc ça veut dire 24 ans avant de se retrouver qu'avec des femmes en studio. Hallucinant. En arrivant au labo, en 97, la place des femmes à cette époque-là, elle n'était pas en studio. Donc en tant qu'assistante de Dominique, donc ils m'attendaient tous un peu avec une batte de baseball, parce qu'ils voulaient être à ma place. Parce qu'ils comprenaient pas que ça soit moi, parce que j'étais une femme, j'avais pas le background habituel du studio, je n'avais pas fait la SAE, j'avais pas dormi sous la console à plus 30 ou à la Grande Armée ou ailleurs. C'est un milieu très hiérarchisé qu'on peut vraiment comparer à l'armée. À cette époque-là, on y faisait vraiment ses classes. La technologie avait dicté les règles de la hiérarchie. T-boy, tape-hop, tout ça avait un sens. Le T-boy, c'est celui qui va amener le thé. Donc le tape-up, ça va être le chef opérateur, c'est lui qui va avoir la responsabilité du magnéto, qui va devoir rester à côté du magnéto pendant les séances. Après, il y a l'assistant, il y a le premier assistant. Je ne connaissais pas d'autres femmes dans le milieu des studios en France. Et surtout, l'autre chose importante, c'est pas de femmes ingénieures, mais pas de femmes musiciennes. Pas de femmes responsables de label, pas de femmes directrices. Le milieu des studios, physiquement, est déjà un milieu clos. C'est très fermé. C'est un peu un boys club. J'ai mis très longtemps à comprendre des connexions. Je comprenais pas pourquoi moi je les avais pas. Je cherchais des raisons techniques et je ne voyais pas le truc sous mon nez. C'est que tout simplement, ils allaient pas aller après une session boire des coups et taper dans le dos de Bénédicte Schmitt au bar en face du studio. Mais j'ai mis très longtemps à le comprendre et tant mieux. Parce qu'à aucun moment, j'ai eu un découragement lié à ça. En croisant des femmes musiciennes, ingénieures aujourd'hui, elles me le disent. Elles me disent, mais tu te rends pas compte, t'es un modèle pour nous. C'est très étrange d'entendre ça, mais je comprends aussi mieux mon parcours en me disant, j'avais pas de modèle. Et j'en dis, mais vous découragez pas. Ça va être 2 fois plus dur. Il faudra faire 2 fois plus de choses pour être visible et y arriver, mais du coup vous avez 2 fois plus de connaissances. Pour que les choses bougent, il faut aussi à un moment lever le poing, ouais. Chose que j'aurais pas faite il y a 10 ans. Il y a encore un travail énorme, on le voit, encore un travail énorme à faire par rapport à ça. Mon bruit favori, mais c'est pas un bruit, c'est un son. Un bruit peut pas être favori. Quand tu m'as dit le premier truc auquel j'ai pensé bruit favori, c'est le bruit du press-free. Je sais pas pourquoi. Mais le son des vagues, parce qu'il y a, t'entends un bruit blanc dedans, t'entends plein de choses, tu peux entendre des harmonies, il y a la vague que tu prends, et il y a le calme, et la vague par rapport au son wave, et enfin voilà, c'est un truc très imagé.